On a vécu un Grand Prix passionnant, cette émission le sera tout autant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans les Pistonnés, le débrief du Grand Prix de Grande-Bretagne. C'était la 10e manche du championnat du monde de Formule 1, édition 2022. C'était peut-être même le plus beau Grand Prix de cette saison et on va y revenir tout au long de cette émission. Je vous rappelle que les Pistonnés à chaque week-end de Grand Prix, c'est aussi une trilogie de rendez-vous. Je vous fais juste un petit rappel parce qu'on a envie de vous avoir avec nous à chaque fois. Le dimanche sur Pole Position, on débriefe les qualifs, on vous briefe pour la course. Le lundi, on débriefe la course. Et puis le mercredi, on prend toujours un petit peu de recul pour évoquer l'actualité de la Formule 1. Vous briefez aussi également sur la culture de notre sport préféré. Avec nous aujourd'hui, un plateau qui a un petit peu changé. Et notamment un homme qui a beaucoup changé depuis dimanche et hier et la disaster class de Ferrari. C'est bien sûr monsieur Brice Germain qui est désormais un militant rouge, un militant NUPS, un militant surtout qui est très énervé, qui a un message à faire passer. La Scuderia, c'est moi. Comment ça va, Brice? Mal, je sais. Oui. C'est une question rhétorique. Voilà. Mais j'ai une petite radio d'ailleurs qui aurait dû passer hier si jamais je voulais en exclusivité. Vas-y. Carlos, Charles is faster than you. C'est vrai qu'il y avait un petit retour en arrière hier sur des choses un petit peu spéciales. Avec nous, un invité. Et c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et on est très content, bien sûr, de l'avoir avec nous, monsieur Antoine Bedu. Le pit stop de retour dans les Pistonnés. C'est le featuring le plus incroyable au monde de la Formule 1. Salut Antoine, ça va ? Ça va super. Merci encore une fois de m'inviter pour cette émission. Je suis très heureux d'être là. On commence à être un petit peu habitué au plateau à nous trois. C'est cool. Donc voilà, j'ai hâte de faire cette émission. Je tiens à dire que si Antoine n'est pas là, c'est parce que Hamza n'est pas là. Hamza n'est pas en vacances. Hamza n'a pas voulu venir pour parler de ça parce qu'Hamza est trop malheureux de ce qui s'est passé. Hamza fait la grève. Il faut le dire, Hamza fait la grève et il nous a prévenu. On l'embrasse bien évidemment parce qu'il fait la grève quand même du côté de Majorque sur la plage. Et forcément, ça mérite. Voilà, exactement. Sympa. Juste un petit mot, Antoine. Je suis très content de t'avoir avec nous aujourd'hui, d'autant qu'on a quelque chose à fêter. À la fin de cette émission, nous irons boire des coups dès 11h du matin car tu as fêté ton 50 millième abonné. Ouais, merci. C'est incroyable, une aventure de fou depuis 2 ans et demi sur cette chaîne. Je me régale et puis voilà, de pouvoir être avec vous sur des émissions et tout, c'est fou parce que concrètement, il y a 2 ans, même il y a 1 an, je suis dans mon canapé, je vous regarde et je kiffe. Et puis voilà, maintenant je suis là, c'est trop cool. Et l'essentiel, c'est le partage de la passion Formule 1. Et si ça peut mener à 50 000 abonnés au pistonné et à boire des coups dès 11h, moi je suis chaud. Eh bien écoute, en tout cas, aujourd'hui tu es avec nous et tu nous régales. On peut le dire, Antoine est un petit peu notre chouchou parmi toute cette communauté, bien évidemment. On est super ravis de t'avoir. Juste avant de commencer l'émission, les amis, il faut que je vous parle d'un livre et d'un homme. Il ne s'appelle pas Fernando Alonso, cet homme, Loïc Chenevas, qu'on embrasse. C'est notre ami à tous, bien évidemment, qui a sorti cette biographie, Fernando Alonso, des Asturies à Alpine. C'est sorti aux éditions Talent Sport et on vous recommande ce bouquin absolument extraordinaire. Alors celui-ci, c'est le mien, donc je ne vais pas le faire gagner tout de suite, mais on va bien sûr en recevoir dans quelques semaines et on vous le fera gagner. C'est promis. Antoine, je sais que tu l'as lu, moi je l'ai pas encore commencé. Regardez, il n'y a pas de rien n'est écorné, tout est propre, tout est trop beau, exactement. J'ai pas encore commencé, je me le garde bien évidemment pour la plage, si tant est qu'il y en ait une cet été. Raconte-nous ce bouquin un petit peu. Comment tu pourrais nous le vendre, toi qui l'as lu? Ce que je dirais, c'est un petit peu comme on en a parlé un peu hier dans Pole Position, c'est que c'est un peu l'ouvrage de référence sur Alonso. Si vous voulez tout savoir de la carrière d'Alonso, de sa naissance jusqu'à la fin de saison dernière, faut lire ce livre. Vous avez tous les détails. Moi, j'ai pas vécu vraiment très consciemment le début de la carrière d'Alonso car j'étais un peu jeune, mais là j'ai tout rattrapé. Et ce qui est bien, c'est que Loïc aborde aussi les points plus noirs de la carrière d'Alonso, les choix de carrière, le caractère, les quelques soucis qu'il a eu. Il les aborde de manière assez honnête, je trouve. Donc sincèrement, c'est l'ouvrage, je dirais vraiment, pour tout savoir sur Alonso, tous les points de débat et aussi se remémorer, le remettre à sa place. C'est le bon ouvrage. Exactement, l'ouvrage référence. Il n'y en a pas eu beaucoup des bios sur Fernando Alonso, en tout cas traduits en français. Il me semble que c'est uniquement la deuxième et que la précédente, en tout cas, datait du tout début de carrière de Fernando Alonso, je crois, sorti notamment après son premier titre mondial. Les gars, on s'est régalé hier, on s'est régalé, on a eu peur aussi. On va en parler tout de suite, bien sûr, dans les 4 enseignements. C'est l'heure du débrief.
La F1 faisait étape dans la Mésopotamie de cette discipline. Le premier Grand Prix de l'histoire de la Formule 1 a eu lieu du côté de Silverstone. C'était en 1950 et on y retournait pour la 10e manche du championnat du monde de Formule 1. On regarde tout de suite les résultats ensemble avec seulement 14 voitures à l'arrivée, les amis. C'est vous dire s'il s'est passé des choses hier. La première victoire en carrière de Carlos Sainz qui a dû attendre 150 courses avant de monter sur la boîte, en tout cas le plus haut possible. Sergio Pérez qui va chercher un podium assez inattendu. Lewis Hamilton qui remonte encore une fois sur la boîte. Charles Leclerc P4, un petit peu cocu dans cette affaire. On y reviendra tout au long de cette semaine. Fernando Alonso P5, ça c'est quand même quelque chose d'important à dire. Lando Norris aussi également qui place une McLaren dans le top 6. Verstappen a eu des soucis, mais Verstappen a limité la casse. À noter, 2 As dans ce top 10 n'étaient plus arrivés depuis le Grand Prix d'Allemagne 2019. Et puis Sébastien Vettel qui nous a régalé tout au long de ce week-end a lui aussi également pris les 2 points de la 9e place. Ceci nous emmène tout naturellement aux 4 enseignements de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, édition 2022. Vous allez le voir avec une formule qui a un petit peu bougé. Sainz triomphe sans gloire. C'est la question qu'on a envie de vous poser aujourd'hui. Lewis, est-ce qu'on a assisté au retour du roi Hamilton? Red Bull, même pas mal. Il y aura aussi également un florilège avec un top flop parce qu'il y a énormément de choses à dire sur cette course. Mais on attaque tout de suite sur le premier enseignement, de l'effroi à l'extase. On est passé un petit peu par tous les sentiments. On a vécu en tout cas un condensé de ce qu'est le sport automobile hier, en tout cas lors de cette course. Déjà l'effroi avec ce halo qui a sauvé la vie de Zhou. Alex Albon aussi également qui a terminé à l'hôpital. Wang Yuzhou, le miraculé, il faut le dire, parce qu'avec cette voiture partie en tonneau dès le départ, qui est partie aussi également décoller au-dessus des pneus pour atterrir directement sur le grillage, on a eu très très peur. J'ai mis la classe de Russell parce que c'est vrai que Russell... qui était impliqué dans ce crash bien involontairement, et tout de suite sorti de sa voiture, tout de suite allé prendre des nouvelles de Wang Yuzhou. Et puis des questions, les gars, concernant ce crash. Il y a cet arceau qui a été complètement arraché, ce qui fait un petit peu froid dans le dos. Il y a ces graviers aussi, parce que dans cette émission, on dit souvent il faut du retour aux graviers, notamment pour arrêter ces voitures, arrêter ces zones de dégagement. On a la sensation, dans ce crash en tout cas, que les graviers auraient pu aussi, ont pu en tout cas, faire décoller cette voiture directement dans le rail. Et puis la sécurité du public, parce que quand on voit cette voiture s'envoler et aller s'écraser dans le rail, on a tout de suite aussi craint le pire pour les spectateurs qui étaient massés à côté. Puis quelques nouvelles aussi également d'Alex Albon, qui est sorti de l'hôpital hier, qui a le feu vert, tout comme Wang Yuzhou bien sûr, pour participer au Grand Prix d'Autriche. On va pas parler, alors je parle de miracle, mais quelque part, le miracle, c'est tout le travail aussi effectué par la sécurité du côté de la FIA. Ça, c'est le premier point, c'est l'effroi. L'extase, c'est ce spectacle absolument incroyable, bien sûr, à Silverstone. Ce concept 2022 qui a peut-être terminé de nous convaincre, en tout cas hier, qui nous a offert des batailles folles. Et j'ai en tête celle, bien sûr, après le restart, lorsque la safety car s'est effacée. Est-ce que vous aviez déjà vu des batailles aussi folles, les gars, depuis le début de votre passion Formule 1? Cet effet de sol qui nous a apporté un ressenti absolument incroyable sur des tours à Silverstone où, on le rappelle, dans la majorité du temps, les pilotes sont à pleine charge, des stratégies décalées, de la dramaturgie, des abandons. Bref, la question assez simple que je vous pose ce matin, est-ce qu'on a assisté au meilleur Grand Prix de l'année? Attaquons peut-être d'abord, les gars, sur l'aspect sécurité avec cette déclaration de George Russell, qui est membre bien sûr du GPDA, qui a été aussi également un pilote impliqué dans cet accident, mais impliqué aussi un petit peu dans ce sauvetage. Nous devons faire en sorte d'éviter que la voiture ne se bloque dans un espace aussi restreint entre la barrière de pneus et la clôture métallique. Il était juste coincé sans avoir nulle part où aller. C'était un incident vraiment effrayant, pas seulement pour lui, mais aussi pour toute la foule. Les gars, on est obligé de commencer ce débrief par ce fait de course, ce fait majeur. Mais je ne sais pas si la sécurité manquait réellement à Silverstone. Ce que je pense en ayant vu ce crash, c'est qu'on ne peut pas tout prévoir tout le temps de manière parfaite. C'est-à-dire que là, je ne sais pas ce qu'on peut réellement demander au circuit de Silverstone pour être plus en sécurité, dans le sens où il y a un grand dégagement bitume qui, normalement, s'il y a les 4 roues au sol, permet de s'en sortir. Il y a un grand dégagement de gravier, il y a une grosse pile de pneus et il y a un grillage. Il y a un moment donné où, en fait, la circonstance du crash et la manière dont il part fait que je ne vois pas comment ils auraient pu faire mieux. Peut-être, justement, cet écart, à la rigueur, entre la pile de pneus et le grillage qu'il faudrait peut-être combler, parce que si effectivement il nous fait comme Romain Grosjean et que la voiture s'enflamme, là bloqué comme ça, je pense que c'est même encore pire qu'encadré dans le rail, parce que dans le rail il a encore un poil d'espace. Donc ce genre de crash, c'est très peu prévisible, et c'est comme le crash de Kubica au Canada, où en fait personne ne se sort là. Bon, là on peut se sortir, mais
il y a des trucs qui sont tellement violents et tellement soudains que là, pour le coup, j'en veux pas forcément à la sécurité de Silverstone ou quoi. Je pense que c'est un crash énormissime dû à des circonstances totalement malheureuses. Et le plus important, je trouve, c'est que tout ce qu'il y a autour du pilote, c'est-à-dire la cellule de survie, le halo, l'arceau malheureusement, et également la protection au niveau des jambes, puisse faire que la voiture soit pliée comme elle l'était et que Guan Yu Zhou revienne dans le paddock 1 heure après. Ça, c'est le plus important. Le reste... Est-ce qu'il n'y a pas un déni quand on dit ça? Parce qu'il y a eu des soucis quand même. Alors peut-être pas au niveau de Silverstone, peut-être plus au niveau de la voiture. Moi, j'avoue que je suis assez mal à l'aise de parler par exemple du gravier parce que je ne sais pas trop ce qui serait le mieux. Je n'ai pas un doctorat en sécurité de circuit. J'ai vraiment du mal parce que dans un autre cas, le gravier aurait aidé une voiture à être plus freinée et aurait mieux servi. Est-ce que s'il y avait que du béton, il n'aurait pas été encore plus rapidement dans la barrière? Je ne sais pas. Donc j'ai du mal à parler de ça. Ce qui est sûr, c'est que la cheminée, on sait que c'est pas normal qu'elle se casse. Moi, j'appelle ça la cheminée, c'est l'arceau au-dessus de la tête. Parce que c'est censé faire un espèce d'angle où la tête du pilote ne peut jamais frotter. Et là, ça se joue vraiment à quelques centimètres. Il y a des photos incroyables où on voit que le halo lui permet d'avoir 2 centimètres au-dessus du sol. Je sais pas. En tout cas, c'était un crash violent, parmi les plus violents qu'on ait vu. Ce qui sauve un petit peu le truc, c'est qu'on l'a pas vraiment vu en fait en direct. On a juste vu une voiture glisser sur le dos. Et après, ce qui a été flippant, ça a été les longues minutes d'attente qui sont jamais un bon signe. Mais on est dans ce genre de crash qui sont tellement violents qu'ils dépassent le simple microcosme de la F1. C'est le genre de crash dont on parle dans les journaux, au JT, au Grand Prix de Formule 1, il s'est passé ça. Donc vraiment, ça montre qu'on a vécu quelque chose de dingue. Mais effectivement, j'aime bien ta formule où c'est pas qu'un miracle, parce que ça vient aussi après des années d'évolution. Ah oui. Le halo, c'est l'exemple le plus frappant, et c'est pas galvaudé de dire que Jules Bianchi a encore sauvé une vie hier. À cause de son crash, on a pu amener des améliorations, et nul doute que grâce à ce crash de Guan Yu Zhou, on apportera aussi de nouvelles améliorations. Quelque part, heureusement qu'il y a eu ce crash sans victime, parce que pour le prochain qui aura lieu, on aura encore plus de sécurité. Et l'arceau va peut-être être renforcé. C'est ça. Que, je pense que c'est un des éléments qui est le moins remis en cause depuis des années, l'arceau. Et pour cause, on a très rarement des crashs qui impliquent une voiture retournée. Ouais. Et quand la voiture est retournée, très souvent, l'arceau fait son travail, parce que le temps que la voiture va prendre le choc en étant retournée est très court, finalement. Là, c'est très rare d'avoir une voiture qui, sur 150 mètres, glisse et va aller s'enfoncer dans le gravier et casser l'arceau. Là, en fait, c'est limite un crash test qu'on a fait. C'est ça. Depuis Diniz, fin des années 90, on n'avait pas vu un arceau sauter comme ça. Tant mieux qu'on ait eu un crash test. Ils ont été mis autant à épreuve. Ce que je trouve fou, c'est que la voiture, au lieu généralement de se caler de 3/4 sur le dos, elle s'est vraiment calée de face sur le dos et elle a continué de glisser. Et comme tu dis, crash test sans victime. Donc quelque part, c'est génial entre guillemets pour la F1 parce qu'elle peut avoir tester, elle peut faire les améliorations sans qu'il y ait eu de dommages sur une vie humaine. Donc on va pouvoir s'améliorer. Une petite relance, Hamza Rahmani qui est avec nous. Les graviers, on a envie de vous poser la question, vous le grand défenseur des graviers. Écoute, je pense qu'il faut revoir les images avant tout et essayer de voir ce qui est le mieux pour la F1. Le goudron, je suis pas fan. Les graviers, je suis pas fan. Je pense que c'est romantique de penser. On embrasse bien sûr notre ami Hamza Rahmani. Je vous relance très rapidement sur une chose, les gars. C'est une réflexion, je sais qu'on s'est faite tous les trois, chacun de notre côté, quand on a regardé la course hier. Bien évidemment que c'est normal que la réalisation ne nous montre pas les choses tant qu'on n'a pas de nouvelles. Mais quelque part, avec les gros crashs qu'on a vécu et subis ces dernières années, on a l'impression que le fait de ne pas voir les images, le fait d'être dans l'attente plus de 10 minutes avant d'avoir des nouvelles de Guan Yu Zhou, on a l'impression que quelque part, on n'a pas les images, mais on sait qu'il se passe quelque chose de grave. Est-ce qu'il faudrait changer certaines choses à ce niveau-là ou non? Quelque part, c'est tout à fait normal que ça se passe ainsi. Moi, je pense que c'est normal de rien montrer tant que tu sais pas et de rien dire tant que tu sais pas. Parce qu'imaginons qu'ils disent trop vite que ça va et qu'après il se passe un malheur, la crédibilité entière de toute la F1 serait sûrement ruinée pendant très longtemps. Donc je préfère trop de prudence à de l'imprudence. Maintenant, c'est quand même le 3 ou 4e crash où on attend trop longtemps par rapport à la santé du pilote. Je pense à Fittipaldi en F2 en Arabie Saoudite l'an dernier. Et là, Zhou, on le voit sur les caméras qu'on a vues après la course, les commissaires qui foncent sur lui, direct, ils lèvent le pouce. Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir un petit peu plus rapidement? Voilà, après, je pense qu'il vaut mieux trop de prudence que de l'imprudence. Et c'est aussi à nous, quand il n'y a pas d'image, on doit aussi un petit peu se calmer. On sait que la sécurité en F1 est énorme. Voilà. On prend nos précautions. Si on ne nous montre pas, c'est qu'il y a certainement quelqu'un a enlevé d'une voiture. C'est pas forcément un cas gravissime. Donc, il faut aussi qu'on s'adapte à ce nouveau schéma de drapeau rouge, on va dire. Prendre le prisme en sens inverse. On t'a montré tout de suite Albon et au final, c'est Albon qui nous a inquiétés derrière. C'est vrai. Donc, ce qu'ils ont fait pour Zhou,
c'est pas parce que le pilote fait OK avec l'adrénaline, tout ça, qu'au final il n'a pas une vertèbre cassée et que on va apprendre plus tard qu'il peut plus courir parce qu'il est paralysé, mettons. Donc moi je me pose quand même la question de me dire est-ce que c'était trop long. Je suis pas sûr que c'était trop long parce que au vu de l'état de la voiture et où elle était posée, s'il y a un départ d'incendie ou quoi, on peut pas se permettre de dire tout va bien et tant que le pilote n'est pas safe de chez safe. C'est-à-dire que pas parce qu'il est conscient et qu'il dit OK, au final, tout va bien. Je suis d'accord, mais il n'y a pas de polémique à faire là-dessus. Non, mais c'était une petite question sur laquelle c'est un scénario qu'on commence à vivre de plus en plus et on a un peu du mal à s'y adapter. Mais on peut plus se permettre d'avoir ce qui s'est passé avec Senna en fait. Ah oui. Une mort en direct, c'est pas possible. Les images de la caméra qui filment tout. Et puis en fait, le fait d'avoir les images oblige à communiquer de la manière dont, entre guillemets, les gens souhaitent que ce soit communiqué. C'est-à-dire que Senna, c'est quand même catastrophique la manière dont ils avaient communiqué, où en fait, tous les médecins sur place s'accordent à dire qu'il n'y avait plus rien à faire dès le circuit, et qu'en fait, ils ont annoncé sa mort à Bologne pour éviter les... déjà, que le Grand Prix soit annulé. Que le Grand Prix soit annulé. En fait, c'est des choses qui derrière t'obligent à mentir et t'obligent à créer des polémiques et des conflits. Des images, les gars. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces images, mais les images étaient terribles aussi. Le sang en direct à 14h, c'est des choses que la F1 ne peut plus se permettre. Exactement. Les gars, on a parlé de l'effroi, évoquons quand même l'extase. Juste un petit mot quand même, juste pour finir sur l'effroi. Je ne sais pas si vous avez vu cette scène incroyable de Alex Albon, qui on le sait est parti par la suite à l'hôpital. Tout va bien, on vous le disait tout à l'heure pour Alex Albon. Les personnes de la sécurité, les sauveteurs qui arrivent tout de suite pour prendre des nouvelles de Albon qui est dans sa voiture et qui leur dit allez voir tout de suite en New Joe. C'est vrai qu'il y a eu des scènes aussi dans tout ce malheur, il y a eu des scènes absolument magnifiques, je trouve, qui sont aussi également ressorties de et sincères. Et sincères parce qu'on sent que Russell est sincère et quelque part ils sont plus impliqués vis-à-vis des autres que nous. Exactement. Parce que je sais que moi au drapeau rouge j'ai quand même un aspect où je reste focus sur la course. Même Villeneuve au commentaire il reste focus sur les positions, etc. Direct il dit ça, il va pouvoir changer de pneu. Voilà. Mais après c'est comme ça, on n'a tous pas forcément vécu et vu la même chose au moment, mais les pilotes eux ils ont ce sentiment que merde, un des leurs est dans une situation difficile. Et on l'a vraiment senti, on l'a vraiment vu. C'était un petit peu touchant et émouvant quand même de voir l'attitude de Russell. Il y a un contrat. En fait, on fait la même chose. Donc, en fait, c'est toi, c'est moi. C'est pareil. Donc tous, ils ont une solidarité de dire qu'en fait, ils prennent exactement le même risque à chaque fois et que tous détiennent la vie de l'autre entre leurs mains parce que c'est entre eux qui peuvent. Russell a dû ressentir un truc terrible en voyant que indirectement c'était lui qui avait envoyé Joe dans le truc. Il a dû ça devait être. Il aurait pu lui arriver la même chose avec Bottas à Imola l'année dernière. C'est vrai. Que le crash est à peu près similaire, c'est juste que la voiture se retourne pas. Mais sinon, ça aurait pu quoi. Exactement. Les gars, on a parlé de l'effroi, parlons de l'extase parce que l'extase, il y en a eu lorsque la course est repartie. Des batailles absolument fantastiques, des stratégies décalées, de la dramaturgie, des abandons, des rebondissements. Est-ce qu'on a assisté à la plus belle course de cette année? Est-ce que surtout, quelque part, ça y est, ce concept 2022, il est définitivement validé par les passionnés de Formule 1 que nous sommes? On a eu quand même la quintessence là, du sport auto. On a eu de la bataille stratégique, on a eu des erreurs stratégiques. On va y revenir, t'inquiète. Mais on a eu en fait plusieurs voitures dominantes sur un même Grand Prix. Quand est-ce que c'est arrivé? Je dis pas 2, je dis 3. C'est-à-dire que la Red Bull en début de course, la Ferrari à un moment donné, mais c'était assez vague, la Mercedes d'Hamilton qui était là. Et ça a été... En fait, le favori à la win a changé tous les 15 tours. C'était génial. Et à la fin, en clou du spectacle, sur un truc qui n'est pas dangereux, à savoir ce qui est arrivé à Ocon, donc ça n'a même pas été un crash qui a endommagé entre guillemets le reste de la course en termes d'image. On a eu un restart avec des stratégies totalement différentes. On a eu même un départ aussi au début avec 3 types de pneus différents. Enfin, c'était génial. Au restart, ils sont 4 de front. Excuse-moi de te couper. 4 de front. Et à la fin, 10 tours d'une course sprint, comme quoi ça peut être cool. 10 tours d'une course sprint fantastique, avec des pilotes, je suis désolé de le dire, fantastique. Ce que fait Sergio Pérez, je trouve ça génial. Hamilton et Leclerc, mais là, dans ma tête, les deux, ils sont là-haut. Parce que ce qu'ils ont fait, c'était incroyable. D'ailleurs, on notera la petite pique de Lewis Hamilton. On la lira tout à l'heure, c'est promis. Parfait. Mais voilà, c'était tout ce qu'on aime voir sur une course de Formule 1. Et la différence avec les Grands Prix énormes qu'on a pu voir par le passé, je trouve, c'est que là, contrairement à tous ceux qu'on a vus avant, il n'y a pas de pluie. C'est sur le sec. On a vu un Grand Prix fou de chez fou. Sur le sec, il est comparable à Hockenheim 2019 sans éléments extérieurs. Et ça,
on n'en a pas eu depuis très longtemps, je trouve. Non, vous avez tout dit. Il y a tout eu dans ce Grand Prix, tout, et même au niveau des histoires, du narratif, comme on dit. Il y a la belle histoire, il y a le crève-cœur, il y a le problème mécanique, il y a la chance, il y a la malchance, il y a tout. Il y a toutes les histoires de ce qu'est la Formule 1 dans ce Grand Prix. Donc pour moi, c'est le meilleur de la saison, et je pense même qu'il va passer à la postérité, parce qu'il a les 3 éléments qui font qu'on se souvient des Grands Prix. Le vainqueur ou le podium surprise, Sainz, première victoire, donc on s'en souviendra tout le temps. Le crash, c'est souvent les crashs qui marquent les Grands Prix, et les batailles en piste. On a les 3 éléments qui sont légendaires. Grand Prix d'extase à la fin, mais je dirais même qu'en fait, moi, du deuxième au 39e tour, il y avait une espèce aussi d'extase parce que c'était une course qui réunissait tous les éléments. C'était plein, il y avait de la stratégie, il y avait du dépassement, il y avait de la malchance, il y avait de la chance, il y avait des consignes. C'était vraiment ultra intéressant à suivre. Et avant, évidemment, le rebondissement et l'apothéose finale qu'il a. Après, j'ai pas encore assez de recul, j'ai pas encore eu le temps de revoir d'anciennes images, d'y penser, mais c'est peut-être une des plus belles batailles que j'ai vues, en tout cas depuis que je suis la Formule 1, et de toute l'histoire, je ne sais pas, mais depuis très longtemps, avec des F1 qui avaient du mal à suivre, mal à se doubler, là, ce qui se passe, et ce que fait Charles Leclerc en pneus hard usés, il arrive à redépasser Lewis Hamilton avec des pneus plus frais. Enfin, moi, je trouve vraiment que ce que font les 3, c'est exceptionnel. Petit bémol, j'ai quand même trouvé que Sergio Pérez avait été bien au-delà de la limite. Il laisse pas de la place à Leclerc à Copse, il en laisse pas à Hamilton au 4e virage. Limite, franchement très limite, quand on voit la place que Hamilton et Leclerc, eux, se sont laissés. Exactement, et puis n'oublions pas les gars qu'il y a 2 jours, on fêtait les 43 ans de cette bataille entre René Arnoux et Gilles Villeneuve. Alors il n'y aura aucun comparatif entre ce qui s'est passé dimanche et ce qui s'est passé bien sûr à l'époque, mais c'est vrai que c'était un bel hommage rendu en tout cas à leurs aïeux. Voilà, on va dire comme tu disais, le concept 2022 qui a été archi validé par cette course. Et en même par temps, Silverstone aussi. Hein. Bah oui, voilà. Par cette course. C'est-à-dire que Silverstone est un circuit où déjà il n'y a pas de marsuinage à cause du fait que la piste grâce au fait que la piste est très plate. Donc déjà, ça nous permet de gommer l'aspect négatif qu'on voit depuis le début de l'année. Et en plus de ça, le circuit a tellement de courbes rapides que c'est là qu'on peut voir le plus l'absence d'air sale. C'est là qu'on peut voir les mecs. Moi, j'étais impressionné par les images. C'est incroyable. Je sais pas vous, alors peut-être que j'étais fatigué et que du coup tout paraissait aller plus vite, mais j'avais l'impression que le Grand Prix était en x1,2 en termes de vitesse. Quand je les ai vus partir, le premier tour du restart, du coup, je me disais, mais ils sont tous malades. Ils sont tous cinglés. Je me suis fait la même réflexion. Et puis, quelle facilité à se décaler, à se dédoubler. C'était incroyable. 4 de front, premier virage, les différentes trajectoires. Le petit bémol par rapport à cette bataille finale, les gars, en y repensant, c'est quel dommage que ce soit pas la bataille pour la victoire à 4. Parce que franchement, si c'était la bataille pour la victoire à 4 qui était comme ça, c'était franchement la plus belle de tous les temps. Et c'était plus. Tu sais pourquoi c'est pas la victoire. Parce qu'il y avait un pilote qui était en hard. Et on va en parler tout de suite, les amis. C'est le deuxième enseignement. Il faut absolument évoquer la première victoire de Carlos Sainz. Et puis aussi également les choix de Ferrari qui forcément font beaucoup discuter ce lundi matin. Est-ce que Carlos Sainz a triomphé sans gloire? Est-ce que cette première victoire vous a vraiment convaincu? Un premier départ moyen sauvé par la direction de course qui, bien après le crash de Joe, lui a permis de repartir de sa pole position et non pas derrière Verstappen. Son erreur au 10e tour qui offre la tête justement à Max Verstappen. On rappellera aussi que Sergio Pérez était plus lent qu'un Charles Leclerc qui avait quand même un aileron largement endommagé. Je vous montrerai une photo en barco dans quelques instants, c'est quand même assez hallucinant. On rappellera aussi que Carlos Sainz, juste avant la sortie de la safety car, était également plus lent que Sergio Pérez, plus lent que Lewis Hamilton. Et puis le désastre Ferrari. Pourquoi la Scuderia n'a pas fait rentrer Charles Leclerc sous safety car? Ce doublé qui semblait facile finalement, qui s'est évaporé comme un paix sur une toile cirée. Et puis une stratégie toujours aussi brouillonne, toujours aussi déconcertante. On prend le temps, trop de temps à faire des choix du côté de chez Ferrari pour finalement faire les mauvais. Commençons par Carlos Sainz. Première victoire, 150 Grands Prix qu'il attendait ça. Est-ce qu'il vous a convaincu néanmoins l'Espagnol? Non. Première victoire, première pole, bravo, personne ne pourra lui enlever. Évidemment, au sortir de ça, il est à féliciter. Il courait après depuis longtemps. Il faut aussi signaler qu'il a vu de la malchance dans certaines courses. Ça fait un petit moment qu'il aurait pu l'avoir et que ça n'avait pas tourné dans son sens. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, j'ai le sentiment qu'il ne faut pas qu'on confonde le résultat et le niveau de performance. Il faut qu'on dise la vérité. Hier, Carlos Sainz était sûrement le 5e homme le plus rapide du Grand Prix. Leclerc, Verstappen, Pérez et Hamilton allaient plus vite que lui et méritaient, même si le mérite en F1, c'est une notion contestable, méritait plus la victoire que lui. Tu l'as dit dans le barco, il y avait le premier départ qui est foiré. Le deuxième, pour moi, il tasse un petit peu trop Verstappen, un petit peu au-delà de la limite. L'erreur seule au 10e tour, qui pour moi prouve qu'il n'est pas encore
de la trempe d'un pilote qui peut se battre pour les victoires face à des Leclerc ou des Verstappen, et ensuite le rythme catastrophique face à un Leclerc qui manquait un aileron. Enfin, pour moi, voilà, c'est terrible. C'est peut-être le doublé pôle victoire le plus contestable qu'on ait vu. Peut-être que ça donne l'impression que je suis très dur avec Carlos, mais j'ai le sentiment que si Leclerc ou Verstappen avaient gagné de cette manière-là, on classerait cette victoire parmi les plus mauvaises de leur carrière. Voilà. Je suis d'accord avec toi, sauf sur certains points, mais je vais y revenir. C'est des 4 occasions que Carlos Sainz a eu de gagner une course, c'est la moins évidente et la moins méritante à mon sens. Après, gagner n'est jamais anodin, un succès est un succès, et dans tous les cas, il l'a ramené au bout, il a géré comme il fallait quand il fallait, très bien. Néanmoins, il y a 4 choses qui font qu'il gagne, 4 éléments. 4 éléments, non pas qui le favorisent, 4 éléments qui le remettent en selle vis-à-vis de problématiques. On l'a dit, il y a eu ce restart, il y a eu ces choix de Ferrari. Aujourd'hui, et même Julien Febvre l'a dit, donc c'est même pas nous qui sommes pas objectifs, il est béni des dieux sur cette course, Carlos Sainz. Et c'est pour ça que, mine de rien, les fusions de joie à la fin, en fait, tout le monde a un peu sonné de ce qui s'est passé, et t'as l'impression que c'est un mec qui est passé et qui a ramassé la pièce par terre, quoi, parce que concrètement, il y a eu tellement de désastres entre le problème mécanique chez Verstappen, les problèmes de stratégie chez Leclerc et cette Mercedes qui, en fait, subira quand même finalement la loi des Ferrari, mine de rien. Carlos Sainz il se retrouve là, pas par hasard, mais il se retrouve là à aller chercher ce qui, durant toute la course, ne semblait pas lui appartenir. Ouais, s'il peut gagner, c'est uniquement parce qu'il est derrière Leclerc au moment de la safety car. Voilà, c'est comme ça qu'il gagne, et parce que Verstappen aussi est hors jeu. Je suis pas d'accord avec toi sur un point par contre, parce que c'est sur le départ. Deuxième départ, ouais, parce que en fait, il y a 2 manières de voir les choses. Il y a la manière où on a dit à Verstappen l'année dernière qu'il en faisait trop. Quel cas, je comprends. Et il y a la manière où on a dit, purée, c'est super rafraîchissant de voir un pilote qui fait ça. On peut pas reprocher à Carlos Sainz qu'on lui a reproché la semaine dernière de pas être assez agressif. C'est-à-dire que là, Carlos Sainz, sur cette course, alors il a fait des erreurs, il était trop lent. Je suis bien d'accord avec toi. Mais alors, comportementalement parlant, et c'est bien la seule chose que Binotto avait à mettre en avant hier soir, il a dit oui, j'ai adoré comment s'est comporté Carlos. Bah oui, parce qu'au final, on a vu un mec qui avait envie. Mais c'est vrai. La manière dont il défend, ça montre déjà il ne se fait pas avoir 2 fois par Verstappen parce que c'était parti pour. Il était vraiment parti pour se faire bouffer une 2e fois. Il va le tasser, quand tu regardes le on-board, il reste de la place, il s'écarte un poil trop tard pour que Verstappen n'ait pas la vitesse suffisante dans le premier virage. Il y a un coup de malice quand même. En fait, il refuse ce que dit Ferrari. Il négocie avec Ferrari. Il profite de la faiblesse de Ferrari. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça. Et mine de rien, c'est là où il va le plus la chercher. C'est même pas en piste. C'est mentalement. Ferrari lui dit genre, on a besoin d'un swap. Non, attends un tour parce que j'ai besoin quand même d'essayer. Il fait le swap derrière. Il est correct. Mais quand ce Ferrari lui donne l'ordre de laisser 10 voitures, il dit mais c'est hors de question. Il y a un mec derrière, ça machin. Alors en fait, en soi, il aurait pu aider Charles, mais jamais dans sa position. Alors qu'il court après sa première victoire, il va laisser passer. Donc quelque part, il a eu du vice mentalement. Après, en piste, je trouve qu'il lui manque encore quelque chose. Et j'aurais aimé qu'il la conquiert sur un week-end complet de performance. Les gars, juste une petite déclaration, celle de Mattia Binotto. Je vous rappelle que d'ailleurs mercredi, le grand débat, ce sera autour de la question de Leclerc et de Ferrari. Est-ce que Ferrari mérite-t-elle Charles Leclerc? On aura l'occasion de prendre du recul avec toute cette situation. Mattia Binotto qui disait à l'arrivée de cette course, nous pensions que ça ne fonctionnerait pas d'arrêter les deux au moment de l'entrée bien sûr de la safety car, qu'il n'y avait pas assez de marge. Il fallait faire un choix, c'était une des 2 voitures. Si nous avions arrêté Charles, cela aurait retardé Carlos qui aurait perdu des places par rapport à d'autres. Pourquoi avoir arrêté Carlos? Parce que Charles était en tête, il avait les pneus les plus frais, il aurait pu être protégé par Carlos ensuite. On savait que les pneus tendres étaient plus rapides, mais on pensait qu'ils se dégraderaient davantage. Cela n'a pas été le cas et c'est pour ça que ça a basculé. Honnêtement, là, Mattia Binotto, qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Je ne m'en remets pas de ces déclarations de Binotto après course. Première chose, c'est faux. Ils avaient le temps de faire le double swap, le double arrêt. Deuxième chose, même si Sainz avait perdu la 3e place sur Hamilton, fallait quand même faire ce choix-là, parce que tu perdais beaucoup moins gros en faisant 1 et 3 qu'en faisant 1 et potentiellement 5-6, parce que Leclerc sauve quand même 2 bonnes places sur Alonso et Norris derrière lui. Et ensuite, si jamais tu penses vraiment qu'il faut choisir un des 2,
Pourquoi tu choisis Sainz, qui a la voiture la moins bien placée et qui a le moins bon rythme, alors que Leclerc, avec un aileron pété, est devant. Et moi, ce que j'arrive vraiment pas à comprendre, c'est qu'en fait, dans tous les choix qu'ils avaient, il n'y en avait qu'un seul qui était mauvais. C'était celui de laisser seul Leclerc en piste. Il y avait 3 choix. T'arrêtais Leclerc, il était le seul à s'arrêter, il passait 3e, mais il avait les pneus soft, il aurait gagné. T'arrêtais Leclerc, les 2 autres suivaient, il était avec les bons pneus premier. T'arrêtais pas Leclerc, tout le monde s'arrêtait derrière lui, il était fichu. Quel choix a fait Ferrari? Je vais pas enlever les 2 doigts parce qu'il resterait qu'un doigt pas très sympa, mais en tout cas, c'est voilà. ce doigt C'est vraiment ça que j'ai envie de vous montrer. Je n'arrive pas à comprendre et ça n'a aucune justification. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont voulu sauvegarder le doublé avant d'avoir sécurisé la première place. Et ça me laisse complètement sans voix. Et pensez au championnat du monde des pilotes. Oui. C'est Mais de toute façon, c'est ce que je disais hier. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours surprenant. C'est toujours inattendu comme stratégie. Mais c'est incroyable, hein, parce que je comprends pas comment il n'y a pas un calcul... Avec le mégaphone, s'il te plaît. La manifestation. Je comprends pas comment il peut pas y avoir une réflexion plus en profondeur des conséquences. Je trouve que dans l'explication de Binotto, elle se tient quand tu regardes Binotto et que tu ne réfléchis pas. Mais oui. C'est-à-dire que je comprends ce qu'il dit, mais qu'est-ce que tu nous prends pour un jambon quand même, à un moment donné? C'est-à-dire que quand tu réfléchis le truc en profondeur, il y avait très peu d'options où le doublé s'échappait. Et au pire des cas, c'est-à-dire, le pire des cas, c'est même pas un problème Ferrari, le pire des cas, c'est une malice du côté de chez Mercedes. C'est-à-dire un do the opposite to Leclerc. Et auquel cas, on aurait pu voir quelque chose de différent. Là, ils auraient fait 1 et 3 au pire des cas. Mais oui. Et c'était Sainz qui terminait 3 et ça aurait été compliqué. En fait, mais là, en fait, ils se sont fait avoir parce que Sainz était trop lent. Donc en fait, ils ont eu peur que Sainz perde la place sur Hamilton et donc qu'ils perdent le doublé. Et en pensant qu'à ça, ils ont sacrifié la victoire, quoi. Et puis la naïveté. Ils ont eu la victoire finale. La naïveté de se dire que Sainz va bel et bien faire le jeu de Leclerc. Alors qu'il est plus lent que Hamilton depuis le début de la course et que dans tous les cas, qu'il ressorte devant ou derrière, Hamilton a de grandes chances de le passer au restart sur les mêmes pneus. Moi, je trouve ça vraiment dingue. Mais pensez en faisant cette stratégie, en se disant genre, tu vas voir, on va faire rentrer Carlos, mais Carlos va laisser 10 voitures d'avance à Charles. Mais quelle naïveté faut être. Et il faut jamais avoir été pilote pour pas comprendre que le mec, il va tenter sa chance à un moment donné. Et puis il surtout, s'en fout de Charles à ce moment-là. Ça aurait été pénalisé Carlos parce qu'il n'aurait pas eu la SPI, il n'aurait pas eu le DRS. C'est-à-dire qu'en gros, tu pites Sainz pour éviter qu'il passe P3, mais tu le mets dans les conditions où il est quasi sûr de tomber P3 parce que du coup, il a ni ASPI ni DRS. Enfin, c'est complètement idiot. L'armada de derrière de 15 fous furieux qui ont vécu une course de malade, qui rentrent tous au stand. Et toi, tu deviens, en fait, de leader de course, tu passes à proie, mais une proie incroyable. Et Binotto, il fait l'étonner. Je vous rappelle juste qu'il y a 5 mois, il y a un championnat qui s'est joué comme ça en 2 virages. Jurisprudence à Abu Dhabi, c'est ce que je voulais dire. Et on voit aussi que comparé à Mercedes, on entend toujours dans les radios de Mercedes, le gap, si jamais il y a une safety car, on sent que Mercedes, à chaque tour, se dit, s'il y a une safety car maintenant, on fait ça. Mais bien sûr. Et Ferrari hier, il y a une safety car. Ah mince, il y a une safety car. Alors attends, il est où Charles sur la piste? Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a Carlos. Bah voilà, c'est trop tard. Même quand il se gêne avant la safety car, quand les 2 pilotes se gênent, que Sainz. Si on peut juste nous montrer dans le barco l'image de l'aileron de Charles Leclerc qui est complètement détruit. À ce moment-là, Charles Leclerc est plus rapide. Regardez ça, c'est quand même hallucinant. L'aileron de Charles Leclerc hier. Charles Leclerc avec ça est beaucoup plus rapide. En tout cas, il est plus rapide que Sainz. Il perd du temps derrière Sainz et Ferrari perd du temps à prendre une décision. On est incapable de prendre une décision. Et on dit, on va arrêter Carlos parce qu'il a moins de chance que Leclerc vu qu'il a des pneus plus usés. Ça te tue plus quand même que des pneus plus usés. Est-ce que chez Mercedes, je dis ça, c'est facile à dire dans mon fauteuil comme dirait Hamza Rahmani après la course, mais est-ce que quelque part chez Mercedes on n'aurait pas échangé l'aileron et passé les softs si je devais faire un parallèle. Peut-être. En tout cas, on a safety, bien sûr. Ça fait penser que chez Mercedes, combien de fois on a vu Bottas, 2e, freiner le 3e pour faire un double arrêt chez Mercedes et Bottas ressortir quand même devant. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Je trouve ça fou. Et sur la question des swaps et des consignes d'équipe, je suis assez indulgent sur la première consigne entre les tours 12 et 20 parce que Sainz était devant, il y avait encore un petit peu de temps, Hamilton revenait mais c'était pas encore trop la cata et c'était dur diplomatiquement et de manière sportive de demander à Carlos de s'effacer. Et en plus je trouve qu'ils ont bien géré en assez rapidement faisant piter l'un, du coup ça a donné de l'air libre aux 2, c'était pas mal géré. Et après ils ont swappé quand même en 4 tours, ça a quand même fait perdre je pense au total
5-6 bonnes secondes à Leclerc, parce qu'on a vu qu'en fait, une fois passé devant, Sainz n'est resté dans le DRS que 3 tours, et ensuite a perdu 3 secondes en 5 tours. Donc Leclerc, je pense, dans l'affaire, se fait enlever 6-7 secondes. Mais bon, au final, la victoire se joue pas là-dessus, puisqu'il y a la safety car. Exactement. La safety car, justement, qui aura changé beaucoup de choses. C'était l'avis, bien sûr, de Toto Wolff. Et ça nous emmène tout simplement au 3e enseignement qui est consacré à Lewis Hamilton, qui est consacré aussi en partie à Mercedes. Le retour du roi, du King Lewis, qui a effectué son 3e podium de la saison, qui a surtout mené ses premiers tours en tête cette saison et qui a réalisé son premier meilleur tour depuis Jeddah 2021. Oui, ça commençait à remonter un petit peu. La parfaite stratégie de Mercedes qui a quand même chassé les deux Ferrari avant la safety car. Une fin de course qui a été un petit peu plus délicate et qui pose peut-être la question aussi également du rythme réel de cette Mercedes qui avait subi des nouveautés du côté de Silverstone. Est-ce que le marsouinage est devenu de l'histoire ancienne? On attendra peut-être les prochaines courses pour le constater. Est-ce que surtout la perf de Lewis Hamilton est un épiphénomène sur un tracé qui convient parfaitement à cette W13 ou est-ce que c'est le signe d'un réel progrès? Est-ce que par exemple Mercedes sera de retour dans la course à la victoire? On a vu notamment qu'il y avait un très bon rythme avec les gommes dures, les médiums, un petit peu plus compliqué en fin de course, je le disais tout à l'heure, avec les softs. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars? Concernant Lewis, je ne parlerai pas vraiment de retour parce qu'en fait, sur pas mal de courses cette année, il a été excellent. Il n'y a rien qu'à voir au Canada la semaine dernière. Et là, j'ai plus en tête, mais il y a au moins 4-5 courses cette année où je le trouve au moins aussi bon que là, même si Russell, pour moi, fait quand même un meilleur début de saison, mais c'est un autre débat. Concernant un retour de Mercedes aux avant-postes, c'est vrai qu'il y a des choses ultra encourageantes. Du 10e au 33e tour, ils ont la voiture la plus rapide en piste, sans contestation. Il y a un moment donné, on se dit qu'ils vont le faire. Ils ont une meilleure gestion des gommes. Ils sont en plus, on l'a vu, tellement plus forts sur le côté gestion et stratégie. Eux, à aucun moment, n'ont paniqué, alors que pourtant, c'est peut-être leur seule occasion de victoire de l'année. Ouais. Ils auraient pu complètement trembler devant l'enjeu. Non, ils sont restés focus. Pourtant, dans le garage, il y avait Tom Cruise à côté, etc. Tu vois, mais eux, ça les dérange jamais. Non. Alors que Ferrari, tu mettrais n'importe qui à côté, ce serait. Il y avait Nigel Mansell ce week-end. Voilà, c'est la moustache. Voilà. Donc, il y a ce côté très positif sur Mercedes. Ça ne marsouine plus, la voiture, elle est collée au sol, etc. Maintenant, le réel rythme, quand même, je viendrai le pondérer, parce qu'en fait, on a vu que Lewis n'aurait quand même pas gagné, alors que Verstappen n'était pas là, et alors que Leclerc a un aileron en moins et a perdu du temps face à son coéquipier. Donc, il fait beaucoup de circonstances. Finalement, même hier, Lewis ne gagnait pas à la régulière. Peut-être P3 parce qu'il y avait Carlos sans safety. Non, parce pour moi, au moment où il ressort avec les durs, parce que ces 2 tours de chauffe insupportable en mode Holiday on Ice, mais après, sinon il commence à revenir. Parce qu'il tourne un dixième plus lent que Leclerc sur le tour d'avant safety. Sur les quelques tours avant la safety, Leclerc lui reprend un petit dixième par tour. Et en plus, il faut. Ouais, écoute, on l'a à voir avec la déclaration de Toto Wolff. On va voir justement si c'est la méthode Coué de Toto Wolff ou est-ce que Toto Wolff est un gros mytho. Mais on aura la réponse. Sans la voiture de sécurité, nous aurions gagné la course. Le plus encourageant est que nous avions une voiture qui aurait pu gagner la course. Nous étions si près du but, ça aurait été tellement fantastique. Aujourd'hui, pour la première fois, nous avons commencé à flirter un peu avec la victoire. Où cela va-t-il se terminer si nous gagnons? Qu'est-ce que cela signifiera? J'ai quand même l'impression que Toto Wolff, c'est vraiment la méthode Coué là cette fois-ci. Tu vois, c'est se rassurer. Un parce petit peu. Que Max Chilton avait une voiture pour gagner la course. Si les 19 autres n'étaient pas là. Donc pour le coup, le parallèle est violent. Il est très violent. Mais c'est pour faire comprendre le message. Il y a eu beaucoup de choses qui ont pénalisé les leaders. Mais des choses qui font partie de la course. Et en soi, Lewis Hamilton et Mercedes, on le répète tout le temps dans cette émission, je vais le faire à la Hamza, c'est l'optimisation. Je mélange avec Moncey un peu. C'est vrai que c'était un Hamza Moncey. C'est un personnage qu'on veut voir. Exactement, on veut le recruter. Jean-Louis Ramani, moi, je le veux là, personnellement. Mais bref, tout ça pour dire que la Mercedes de Lewis Hamilton n'était pas la meilleure voiture. Et elle avait le meilleur rythme à un moment donné. Ce moment où Max Verstappen avait son problème à l'arrière, certainement de plancher, de ce qu'on a pu comprendre, que Carlos Sainz n'avait pas le rythme et que Charles Leclerc était bloqué avec des pneus qui surchauffaient et un aileron avant qui était cassé. En lambeaux. Oui, effectivement, on peut se dire ça quand on voit après donc l'arrêt précipité de Carlos Sainz et on voit que Charles Leclerc ne reprend pas d'avance sur Lewis Hamilton. On peut penser ça. Mais les pneus, encore une fois, sont morts et l'aileron avant est cassé.
Donc il faut peut-être remettre un petit peu en perspective tout ça. Par contre, ce que Lewis Hamilton a réussi à faire, et ce que Mercedes a réussi à faire, et j'ai trouvé ça incroyable, c'est que c'est eux qui ont dicté la stratégie à Ferrari. C'est clair. C'est eux qui ont fait paniquer Ferrari alors qu'ils ont des voitures pour faire 1 et 2 qui sont plus performantes que la Mercedes. Le mec est derrière. Mais ça, c'est fou. Et derrière, mais ça claque du boule, quoi. C'est incroyable. Pour moi, il y a 3 raisons qui font qu'on n'est pas encore dans une bataille à 3 devant, que Mercedes a comblé une partie de son retard, mais pas totalement. La première, c'est qu'il y a encore un déficit en qualif. On le voit, c'est un peu leur point noir cette saison et ça va les pénaliser pour jouer des victoires. Deuxièmement, on a quand même vu sur les 10 derniers tours que la Mercedes d'Hamilton a manqué clairement de vitesse de pointe, puisque Leclerc a pu venir le redoubler malgré des pneus clairement plus vieux et clairement moins tendres. Et la troisième raison, c'est que, je l'ai totalement oublié, je l'ai noté quelque part, c'est que oui, le circuit de Silverstone était vraiment parfait pour cette voiture et qu'ils ne retrouveront pas dans la saison des conditions meilleures ailleurs. Peut-être qu'on a vu hier le maximum, le 110% de cette W13. Donc pour moi, ça ne suffit pas pour être dans la bataille pour la victoire. C'est quand même une évolution dans le sens où on passe de la voiture qui marsouine le plus à celle qui marsouine le moins. Mais c'est incompréhensible. C'est-à-dire que... et qui est rivé au sol, c'est-à-dire qu'ils l'ont plaqué et tout va bien. Quand on a vu, on voyait le Ferrari dans Cops, la manière dont elle rebondissait, alors moins en course, j'ai l'impression que c'était plus en qualif et en essai, mais il y a quand même quelque chose qui a été trouvé. J'ai un de mes amis journalistes pour Eurosport qui est parti à Brackley jeudi et qui m'a dit d'aller voir Mercedes ce week-end, ça va être bien parce qu'ils ont changé avant et arrière. Ils ont trouvé une solution et à l'avant et à l'arrière. Je me suis dit oui. Et puis au final, c'est vrai que quand même, elle semble un peu plus saine. Il n'y a pas que Silverstone. Elle est un peu plus saine. Silverstone a accentué cet effet-là qui fait qu'on a l'impression qu'ils ont repris une demi-seconde sur les 8 dixièmes qui leur manquent. Moi, je pense qu'ils ont quand même fait 25-30% du retard qu'ils ont quand même avec ça, cette évolution-là. Et oublie pas une chose, au Castellet, il devrait arriver avec ce fameux plancher flexible, celui qui a été pas mal critiqué et qui serait utilisé notamment par Red Bull. Normalement, Castellet, Mercedes aura ce nouveau plancher flexible. Le marsouinage sera peut-être définitivement derrière eux. Le Castellet, on y sera, on peut le dire. Déjà, on y sera, mais je pense qu'on pourra peut-être voir en tout cas une belle perf de Mercedes. Une belle perf aussi d'un homme, King Lewis, sur la piste. King Lewis en interview. Regardez ce qu'il a lâché à l'arrivée de cette course. Preuve qu'il va quand même assez bien, notre copain Lewis. Charles a fait du bon travail. C'était une très belle bataille. C'est un pilote qui a une certaine sensibilité, je pense. C'est clairement très différent de ce que j'ai connu l'année dernière. À Cops, par exemple, on est passé tous les deux sans problème. Quelle bataille! Notre ami Lewis Hamilton qui a mis bien sûr un petit penalty à Verstappen et à l'accrochage de l'année dernière. Ça m'a fait sourire, c'était plutôt intéressant. On parlait de Verstappen, on va évoquer tout de suite le cas Red Bull. Red Bull qui a limité la casse, c'est le 4e enseignement de ce débrief du Grand Prix de Grande-Bretagne. Le podium précieux de Sergio Pérez. On rappelle que sa course, elle aurait pu très très vite s'arrêter dès le 5e tour lorsque son aileron avant a été plié avec un contact avec Charles Leclerc. Il a profité lui de l'entrée de la safety car pour justement effectuer un arrêt gratuit. On se rappelle qu'il s'était arrêté après le 5e tour pour changer cet aileron et ensuite l'arrêt gratuit donc à l'entrée de la safety car et puis derrière il repart avec des tendres, il a du rythme et il y a cette magnifique bataille toujours avec Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Et puis de l'autre côté, Max Verstappen qui a quand même réussi à limiter la casse. Ça, si c'est pas une attitude de champion du monde, les gars, je ne sais pas ce qu'il faut y voir. Lui qui a été aussi handicapé. Alors en fait, sa voiture a roulé sur un morceau de carbone qui avait été lâché après l'accrochage entre les deux AlphaTauri. C'est quand même assez cocasse comme situation. Ça a détruit une partie de son plancher, notamment sur le côté gauche. Il a dû s'arrêter immédiatement parce qu'il pensait à une crevaison. Il n'avait plus du tout de grip, plus du tout de performance. Il a même perdu ensuite jusqu'à 2 secondes au tour. Mais bon, au final, comptablement, il ne concède que 6 points à Charles Leclerc. Franchement, oui, Red Bull n'a pas rentré les points qu'il devait rentrer, mais quelque part, ils ont limité la casse et on a vraiment l'impression de la réussite du champion, quoi. Je dirais même mieux. Je dirais que Ferrari, il a limité la casse de Red Bull. Oui, c'est vrai. On en revient toujours à Ferrari en fait, dans les 4 enseignements. Je suis désolé, mais en fait, je trouve que toutes les conséquences de cette course découlent des décisions qu'a pris Ferrari, parce que quand on y réfléchit bien, un enseignement, c'est quelque chose qui a été un peu particulier dans la course. Tout ce qui a été particulier a découlé de ces conneries. Donc au final, oui, la casse est limitée parce que Verstappen ne prend que 6 points sur Charles Leclerc. Après, si on veut s'axer sur l'angle Red Bull, moi, ce que je trouve bon, c'est l'attitude de l'équipe. L'ingénieur de piste de Max n'a pas lâché.
Il a encouragé son pilote très très fort parce que tout le monde chez Canal, nous dans notre canapé, au moment où Verstappen ressort des stands et qu'il se plaint encore, tout le monde ne voit qu'une chose, c'est l'abandon. Verstappen fait encore 3-4 team radio derrière en disant « My car is 100% broken ». Quand il met les durs, il dit « J'ai zéro grip ». Il est plus là, Max. Et c'est son ingénieur qui lui dit « La voiture, 1, elle est safe, donc tu peux la pousser. 2, il y a des bonnes choses à faire. 3, oui, on perd quelque chose, mais c'est pas structurel. Donc, tu vas avoir une voiture difficile à piloter. Ça va pas être comme Bahreïn où la direction, tu vas la perdre, ça machin. Non, ça va être compliqué, mais vas-y, va chercher. Et au final, 7e place, il se défend sur Mick Schumacher. La voiture, elle est peut-être à 70% de ses capacités. Et il perd que 6 points. Et ça, c'est une attitude de champion du monde, mais dans le global, dans la communication de Red Bull à son pilote et dans la remotivation d'un mec qui demande qu'à être motivé pour être très performant. T'as raison, j'ai été frappé par la précision de la team radio de Jean-Pierre Lambiazé, qui est le mec qui communique avec Verstappen. Il lui dit exactement que le dégât, il lui dit note critical, mais nanana. La précision de la phrase, en quelques secondes, elle est assez folle. Donc bravo là-dessus. Ce qui me frappe surtout, c'est qu'hier, Red Bull n'a pas fait d'erreur. Ils n'ont rien fait de mal. Ils se sont juste tapés de la pure malchance et c'est même assez fou. Perez qui perd un aileron dans le hasard du premier tour. Verstappen qui collecte des débris venus d'un peu nulle part. Ils font rien de mal. Malchance. Par contre, quand même, chance sur la fin. Mais comme tu l'as dit, Brice, ils l'ont bien saisi aussi. Ils sont censés faire 4e et 10e. Pendant que Ferrari est censé faire 1 et 3, allez, on va dire au plus mauvais. Ça aurait fait un 41-13. Au final, safety car, ils font pas 4 et 10, ils font 2 et 7. Et Ferrari fait pas 1 et 3, fait 1 et 4. Du coup, 37-24. Il y a un différentiel de 18 points qui est sauvé par la safety car dans les 15 derniers tours. Bon. Bien, bravo aux deux pilotes d'avoir réussi à prendre la chance. On a vu Perez, on a vu Verstappen bien défendre. Même si, je regrette encore une fois, pour moi, les deux ont été un petit peu trop au-delà de leurs limites dans leur manœuvre, notamment Verstappen avec Mick Schumacher dans le dernier tour. Pour moi, il fait vraiment un peu n'importe quoi. Mais voilà, encore une fois, on a vu la différence. Et pourquoi cette écurie va être capable toujours d'être en tête du championnat du monde, parce que même quand ça va pas, ils chopent les petits trucs pour améliorer leur situation. Ça s'appelle faire une Mercedes. Voilà. Exactement. Ça s'appelle la réussite du champion. Voilà. On n'est pas tout à fait à mi-saison, mais c'est vrai qu'il y a des petits ingrédients comme ça qui peuvent nous laisser penser ceci. Très rapidement, les gars, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette course. Édition spéciale, top, flop. On attaque tout de suite avec les tops. Regardez avec ce petit habillage, très rapidement. Sébastien Vettel, Mick Schumacher, les premiers points de Mick Schumacher. Première double arrivée dans les points pour As depuis l'Allemagne 2019. Et puis Sébastien Vettel, ce seigneur que l'on n'a pas envie de voir partir, tellement il nous a régalé sur la piste. En dehors des courses, en dehors du format traditionnel, bien sûr, d'un week-end de Grand Prix. Vous voulez partir sur quoi, les gars ? Je prends Mick Schumacher. Mick, je pense quand même qu'il faut en parler. Alors certes, c'est dû à des faits de course parce qu'il part 19e, il y a 6 abandons devant lui, il y a la safety car, etc. Donc voilà, As n'avait pas la perfo à la régulière pour prendre des points. Mais bravo, il les a enfin, ces points. Et quelque part, je suis content pour lui parce que cette stat du 0 point, elle était un petit peu trompeuse sur ses réelles performances. Parce que si on est honnête, il y a au moins 5-6 fois cette année sur 10 courses où il fait la même performance qu'hier, où il a au moins aussi bien en termes de rythme que Magnussen. Et cette fois, la chance sourit, il y a des points. Il aurait déjà dû les avoir au Canada. Et on se rappelle que George Russell lui avait mis 37 Grands Prix avant de marquer des points. C'est 31 pour Mick. Donc au final, cette stat du 0 point, elle est due à beaucoup de circonstances. Mick Schumacher, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas dans ce début de saison. Mais sur beaucoup de Grands Prix, je vois des choses intéressantes. Surtout pour un mec que moi, je considère comme un semi-rookie. Parce que l'année dernière, c'était de la F1.5, quasiment de la F2, donc je ne sais pas si on peut le compter. C'est la première fois qu'il joue vraiment dans ce qu'on appelle la Formule 1, donc là-dessus, bravo. Pour l'instant, il ne m'impressionne pas comme des Leclerc ou des Russell m'avaient impressionné dès leur saison rookie, mais on sait que c'est un mec qui a toujours besoin de temps. Donc peut-être qu'en fait, il va se révéler un peu sur le tard et son plafond, on ne le connaît pas encore. Et puis, c'est un mec qui a gagné la F2 et la F3, donc il mérite du temps. Ferrari n'a personne derrière à mettre, parce qu'en Formule 2, il n'y a aucun pilote, c'est plutôt Leclerc et Biermann qui sont en Formule 3. As n'a personne à mettre. Il mérite au moins une 3e saison, vu que la première était vraiment pas terrible à cause de la voiture. Non, pour moi, Mick Schumacher, bien validé. Il faudra avoir une progression sur la fin de l'année, mais pour moi, il mérite une 3e saison en Formule 1. Ton top à toi, Brice, Sébastien Vettel, ce seigneur que l'on annonce sur le départ et qui, mine de rien, nous régale quand même encore. Ouais, on dirait que c'est l'équipe qui a pris 4-0 à la mi-temps et qui fait rentrer les jeunes parce qu'il n'y a plus rien à espérer et qui se met à bien jouer et à jouer pur. En fait, Vettel, j'ai l'impression qu'il est hors du microcosme, d'une manière un peu différente qu'avec Raikkonen, mais un peu quand même sur le même style de toute façon, je suis là pour me faire plaisir.
J'en veux pour preuve cette Williams C'est avec John incroyable. Mansell, qu'il a fait rouler en plus avec des carburants éco-responsables. Et ça, c'est une très bonne chose de voir ça et de promouvoir C'est la ça. sienne, hein, on rappelle. Oui, il l'a acheté. Petite chance. Il a mis un petit boîtier chez le garagiste, à Bondy. À l'éthanol. Direct éthanol. Mais ce qu'il fait en course, quand on voit la perdition dans laquelle est Lance Stroll par rapport au Canada, quand on voit que Sébastien Vettel, lui, n'a pas d'ambition particulière, j'ai l'impression qu'il veut juste se faire plaisir. Ce qu'il fait sur Verstappen, c'est vraiment le signe de allez, j'ai un truc à tenter, je vais pas aller emmerder Max si jamais ça passe pas, mais si ça passe, ce sera mignon, je me fais plaisir. Et je trouve qu'on retrouve un Vettel qui avait disparu à la fin des années Ferrari. C'est pas le même Vettel qui était chez Red Bull, parce que chez Red Bull il était très conquérant, très vicieux. Très jeune. Là, oui, voilà, aujourd'hui c'est un papa, Sébastien Vettel, et c'est presque un gentleman driver avec beaucoup trop de talent qu'on voit sur les pistes. Et je suis très content qu'il marque des points parce que sa cote a beaucoup trop baissé par rapport au talent qu'il a. Donc voilà, c'est... Voilà. Après les tops, les flops, les gars, il y aura aussi quelque chose à dire. On regarde tout de suite, très rapidement, encore une fois, ce petit tableau. Il va être question forcément de Yuki Tsunoda qui a ruiné les espoirs d'Alpha Tauri. Une erreur, les deux voitures au tapis. Daniel Ricciardo, vous l'avez vu ce week-end? Parce que moi, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas du tout. J'ai vu qu'il a fêté son anniversaire, mais je ne l'ai pas vu en piste. Et puis, moi, je vous parlerai des activistes écologistes qui sont venus sur la piste. On en parlera très rapidement. Tsunoda, qui veut le prendre? Vas-y. Allez, vas-y, pour toi. Le mégaphone. Mégaphone, ouais. Non, parce que ça va hurler. Je connais le dicton, sois poli, c'était pas joli. Oui, c'est vrai. Non, mais je suis pas joli en piste. Oui, non, j'ai compris. T'inquiète. On n'est pas là pour parler du physique des pilotes, Tsunoda. bien sûr. Mais en même temps, les expressions, elle va bien. C'est-à-dire que tu fais de la merde, reste dans ton coin. Va pas gueuler à la radio. T'as fait perdre 18 points à Red Bull. C'est vrai. 4 à AlphaTauri, 14 facile, à... Oui, c'est ça. 14, non. Plus 19 à Max Verstappen. Tranquille. Tu vois, enfin voilà. Donc je trouve que c'était drôle à un moment donné, c'est devenu exaspérant à un autre, mais si tu performes pas, sachant que l'AlphaTauri ne l'aide pas à performer, parce qu'il est pas tout le temps catastrophique, hein, Non, il est pas mal. Sincèrement, là, vu ce qu'il a fait danser la natation synchronisée à Pierre Gasly. Il a ruiné les résultats de l'équipe. Ils se sont accrochés une deuxième fois, s'il me semble bien, au T15. Je crois qu'à un moment donné, ils sont sortis. Il y a eu un petit truc. Voilà, là, c'était le moment de faire profil bas. Je pense que ce serait bien de retourner à Faenza et de faire une petite introspection, parce que le caractère de Yuki Tsunoda est très drôle, mais 5 minutes. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Sur Ricciardo, franchement, à part catastrophique ce week-end, j'ai pas grand-chose à dire. Je reste un peu surpris de sa saison parce que c'est un peu une énigme. Il y a la moitié des courses, en fait, si on regarde bien, en fait, il fait le même travail que Norris au Canada, à Bakou, à Jeddah, en Australie. Il fait la même course que Norris, voire parfois un petit peu mieux. Et l'autre moitié des courses, il est complètement aux fraises, comme en Espagne, comme à Monaco. Et surtout comme ce week-end. 2 secondes 6 en Q2, il prend. Bon, il y a le fait que la pluie arrive, du coup ça fausse un peu tout, mais quand même, lui n'a pas réussi à sortir ce temps et était dans tous les cas catastrophique. Et une course complètement invisible, il n'arrive même pas à ramener des points, alors que devant lui, on rappelle que c'est 2 Haas et une Aston Martin. Voilà. Quand on regarde le classement du championnat du monde, McLaren est 4e. Mais si on fait un peu une moyenne entre les points des deux pilotes, en fait, si les deux s'équilibraient un peu en termes de niveau, McLaren serait 7e en fait, parce que Ricciardo est complètement sous-performant. Heureusement que Norris, qui mériterait un top d'ailleurs, est vraiment exceptionnel en ce début de saison. Exactement. Et puis moi je conclurai les flops, les gars, sur cette scène et cette image, si on peut nous la mettre pareil dans le barco, cette caméra embarquée dans la voiture de Yuki Tsunoda après le crash de Wang Yujo. Regardez ce qu'on a aperçu des activistes en fait écologistes qui sont rentrés sur la piste. Alors j'ai rien du tout contre les activistes écologistes, chacun son combat bien évidemment, et beaucoup de respect. Et en effet, c'est très important qu'on ait une planète qui nous survive, bien évidemment, et c'est important de faire passer des messages à une Formule 1 qui aime bien aller au Canada, revenir en Europe par exemple pour repartir ailleurs, etc. Et que on a beau faire du greenwashing, on va dire, de communication en Formule 1, il est vrai qu'il y a des choses qui devraient être mieux faites, mais je suis gêné de voir ces images de mise en danger, et je suis gêné surtout d'une chose, c'est que du côté de Silverstone, tous les organisateurs savaient que ces activistes allaient essayer de rentrer sur cette piste, et je ne comprends
comprends pas comment en Formule 1, alors oui, ce genre d'acte existe par exemple en tennis, en football, on voit très souvent des scènes comme celle-ci. Je comprends que les projecteurs soient tellement braqués sur la Formule 1 et sur ce type d'événement pour qu'on puisse venir un petit peu parasiter pour faire passer un message et faire du happening, mais je n'arrive pas à comprendre comment on n'a pas pu éviter que ces gens-là rentrent sur la piste. Et je vais même aller plus loin, je crois que Julien Febvre l'a dit hier à l'antenne, on sait que nos amis britanniques adorent cracher sur le Castellet, adorent cracher, faire du French bashing, on avait fait une émission là-dessus l'année dernière. On s'est régalé du côté de Silverstone, mais si cette scène-là était arrivée du côté du Castellet, je pense que nos confrères anglais nous auraient tapé dessus comme il se doit. Et je vais même aller plus loin. Il y a, j'avoue, 2 propos qui m'ont un petit peu gêné hier. Sébastien Vettel et Lewis Hamilton qui ont dit soutien à ces activistes. Alors je comprends pour le côté fond, c'est-à-dire le côté message, le côté travail justement sur revendication, on va dire, pour que justement on soit un petit peu plus respectueux de l'écosystème de notre planète. Par contre, je trouve que c'est une mise en danger d'encourager ce genre de choses parce que c'est pas un terrain de foot, c'est pas un terrain de tennis, c'est une piste de Formule 1. Ils l'ont pas dit comme ça. Hein. Ouais, moi j'avoue que il y a eu derrière c'est-à-dire que Hamilton dans son message dit soutien à tous ceux qui font en sorte que c'est un petit peu démago quand même. Notre monde, tu vois. Non, il dit il faut que chacun. C'est ce qu'il pense. Ouais, il dit qu'il faut que chacun manifeste pour ses combats, mais le faire de manière safely, donc de faire de manière sûre. Et que là, ils sont mis en pour danger. moi, c'est ne mettre en danger personne et surtout ne pas faire en sorte que ce soit les pilotes qui mettent en danger des gens. Donc moi, j'étais assez d'accord avec le message d'Hamilton. Lewis Hamilton tue un activiste écologiste. Voilà. Je me suis pas du tout intéressé à la revendication exacte de ces gens parce que du coup je voulais pas faire trop de pub, etc. Mais concrètement, on a le droit de manifester. Le truc, c'est que de cette manière-là, jamais de la vie. Mais après, voilà, c'est un éternel débat. Par contre, je suis d'accord avec toi sur le fait que le circuit de Silverstone échappe à une immense polémique. Ils ont de la chance qu'il y ait le drapeau rouge, ils ont de la chance qu'il y ait une course pleine qui fait qu'on parle d'autre chose avant de parler de ça. Si on avait eu droit à une course chiante, et franchement, je pense que Silverstone serait vraiment dans le mal ce matin. Exactement, et on ne parle pas des accès, etc. Ça a été le grand procès du Castellet, et je pense que ça pourrait être le procès aussi également de Silverstone. Les gars, très rapidement, il y a eu un héros dans ce week-end. Un héros de qualification, c'était Nicolas Latifi. Vous lui avez rendu hommage, c'était lors de l'excellente émission Pole Position que je vous conseille d'aller voir en replay où on parle justement des circuits historiques et de leur possible disparition au calendrier du championnat du monde. Petit extrait de Pole Position. Non, mais notre ami Nicolas, faut évidemment le féliciter, l'applaudir. C'est fou, c'est tellement fou que je ne sais même pas trop comment l'expliquer. Alors, il faut quand même un petit peu mettre un peu des nuances. Sa vraie performance pour moi, c'est d'avoir battu Albon, 80 millième. Et après, ça lui fait passer 15e. Et à partir de là, il peut passer en Q2 et faire son tour avant les autres. Bien joué de la part de Williams d'avoir fait sortir premier. Et à partir de là, il se met à pleuvoir, plus personne ne peut le doubler. C'est comme ça qu'il passe en Q3. Bravo, rien à dire. Mais bon, si une A s'avait amélioré, il aurait fait 16e. Pourtant, sa performance aurait été la même. Donc, n'en faisons pas trop non plus. Bravo, excellent, très très bien. Maintenant, j'ai aussi hâte de voir en course. Est-ce que pour une fois qu'il part aussi haut, c'est sa meilleure qualification en carrière égalée? C'était à Spa aussi l'an dernier qu'il avait fait 10e, mais il n'y a pas eu de course. Donc, officiellement, si, il y en avait une, mais ce n'est pas le sujet. Est-ce qu'il peut rester maintenant? On va voir. Félicitations pour hier, très bien, bonne surprise. J'espère être agréablement surpris aujourd'hui. Et je m'interroge aussi parce que Williams ce week-end a des améliorations, mais que sur une des deux voitures, sur celle d'Albon. C'est la seule fois où Albon se bat en qualif. Je ne comprends pas. Les fois où Latifi a mis des points, ou a fait des bonnes performances, Russell était bien aussi, effectivement. Et ce qui prouvait que la Williams était bien, notamment en 2021 avec ce pari qui a été très payant pour eux de choisir certains circuits. Même en 2020, à Monza, je crois que Latifi fait 11. Le dernier Grand Prix Claire Williams, il me semble. Complètement. Oui, tout à fait. Et du coup, il était content de lui offrir cette 11e place. Là, en fait, la pluie vient gommer ça. Et la seule chose qu'on attribuait en circonstances atténuantes à Latifi, c'est qu'on disait toujours que sa voiture pouvait parfois lui permettre de jouer des bonnes places et que quand il trouvait le bon réglage avec, il pouvait bien rouler. Là, il n'y a pas de bon réglage à trouver. Il n'y a rien à trouver là. C'est la flotte, c'est l'instinct pur. Et c'est ce qu'on lui reproche tout le temps, d'être, entre guillemets, pas un bon pilote, de se cracher, de skiner, de pas prendre les cordes comme il faut, de pas freiner comme il faut. Là, c'est de l'instinct et du pilotage pur, ce qu'il a fait. Donc, c'est pour ça que c'est très étonnant et c'est très réjouissant de se dire qu'à la limite, sur des réaccélérations où l'arrière s'en va, sur des freinages où l'avant est très limite,
il a été là. Et c'est ça qui est assez impressionnant. Pole position, bien sûr, votre rendez-vous sur Winamax. Allez-y sur YouTube Winamax Sport pour aller retrouver notre dernière émission. Regardez, calendrier et fin des historiques en danger. C'est une question que s'est posée avec Antoine, avec Brice, et on en a parlé bien évidemment tout au long de cette émission. Voilà, c'est la fin de ce débrief. Il a été complet, peut-être un petit peu acide. N'oubliez pas bien sûr de nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis le petit pouce en l'air, bien évidemment, si vous validez absolument tout ça. Surtout, vous restez avec nous parce que mercredi, on a un incroyable rendez-vous. Toujours avec Antoine le Pit Stop qui nous accompagne dans cette semaine de fous furieux dans les pistonnés. Regardez le programme avec un débat, là encore une fois, qui risque d'être acide, qui risque d'être un petit peu aigre-doux. En bouche, Ferrari mérite-t-elle Charles Leclerc? Ferrari perd-elle les pédales en ce moment? Leclerc est-il menotté à la défaite? Le ressort entre Leclerc et Ferrari peut-il se casser? On répondra bien sûr à toutes ces questions. Et alors là, franchement, les amis, en deuxième partie, on a un entretien. Vraiment, c'est pas pour vous survendre. Exceptionnel, monsieur Jarno Trulli qui nous a accordé 2h30 de sa vie. Mais nous, on l'a compressé en 20 minutes. Du vin et de la Formule 1, c'est un petit peu la promesse justement de cette interview. On va revenir sur 14 années passées en Formule 1. Il y a des anecdotes incroyables. Petit spoiler, on va parler de Rocco Siffredi. Alors soyez avec nous bien sûr mercredi. Ça vaut le détour. Bonne journée à toutes et à tous. Merci Brice, merci Antoine. Merci d'être aussi excellents les gars. Et merci à vous pour votre soutien et d'être toujours aussi nombreux. Salut.